Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être avec nous en direct sur Boursorama. Il est midi, c'est Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie. Avec aujourd'hui votre invité, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama et merci pour cet entretien exclusif à l'occasion de vos résultats annuels. Résultats d'ailleurs bien accueillis par les investisseurs puisque l'action a pris 3% mercredi alors que vous avez annoncé une baisse de 15% de votre bénéfice 2025 à 15,6 milliards de dollars. Qu'est-ce qui a le plus plu aux investisseurs? C'est le fait que vous résistiez mieux que la concurrence, que les majeures concurrentes? Je crois d'abord que c'est la croissance. Parce qu'en fait, on a affiché une croissance de nos énergies, de nos productions, 4% pétrole et gaz, 20% côté électricité, donc c'est une valeur de croissance. Et une croissance qui n'est pas simplement une croissance de volume, c'est une croissance du cash qu'on génère, en fait. Puisqu'en fait, notre croissance, elle dit ce qu'on appelle accrétive, c'est-à-dire qu'en fait, l'année dernière, notre production de pétrole a cru de 4%, mais le cash flow a cru de 10%. Donc en fait, nos nouveaux barils rapportent plus. Donc ça, c'est quand même ce qui veut dire quoi pour des investisseurs? Que le cash flow libre, le free cash qui va alimenter dividendes et retours à l'actionnaire, il augmente. Voilà ce qui est. Donc ça, c'est le premier point. Je crois qu'après, le deuxième point, c'est que dans cet univers, la constance de notre stratégie, où on progresse à la fois côté pétrole et gaz et côté électricité, est saluée, y compris d'ailleurs la bonne nouvelle, je dirais, pour moi, de l'année 2025, c'est que lorsqu'on a annoncé la grosse opération dans l'électricité, où on rachètera 50% des centrales à gaz de EPH en Europe, le marché, alors qu'on le fait par action, donc quelque part on diluait nos actionnaires, a réagi positivement, puisque l'action a pris 10%, donc ça c'est la deuxième bonne nouvelle. Et puis à la fin, je crois que c'est encore une fois la constance de la stratégie, y compris le fait que le dividende, il augmente quand même de 5,6%, ce qui parmi tous les majors pétroliers est la plus forte croissance. Donc une entreprise qui conduit enfin dernier point, on conduit notre stratégie de transition, pétrole, gaz, électricité, et en plus, on est les plus profitables des majors. Donc tout ça, ça fait un cocktail. Alors après, c'est aussi relatif par rapport à nos pairs, notamment nos pairs européens. Dernier point qui a été beaucoup soulevé par les analystes, qui est intéressant, on n'en parlait pas depuis 10 ans, mais tout d'un coup, le fait qu'on ait une durée de vie de réserve longue, puisqu'on a des réserves qui ont prouvé qu'ils sont plus de 12 ans, par rapport à nos pairs qui sont en dessous de 7 à 8 ans, et apparaît maintenant, dorénavant, comme un avantage, ce qui d'ailleurs est intéressant, parce que ça veut dire que là où il y a 5 ans, on n'osait plus trop parler de pétrole et de gaz. Vous savez, moi je voyais les investisseurs européens, il fallait parler de pétrole et de gaz, ça pouvait être considéré comme une erreur. Maintenant, c'est vu comme un atout dans le portefeuille. Donc ça prouve d'ailleurs que cette stratégie où on a parié sur les deux piliers est quelque part saluée aujourd'hui. Bon, mais je reviens à cette question. Il y a une meilleure résilience de Total Energy par rapport aux autres grands pétroliers oui, c'est vrai. mondiaux. Historiquement, parce qu'on a le coût de production le plus bas, tout bêtement. Ouais, 5 $ du baril, on produit, notre coût moyen est à 5 $, les autres sont entre 7 et 10 $. Donc quand le prix baisse, comme ça me coûte moins cher, je résiste mieux. Et en fait, le fait qu'au même moment où le prix baisse, je suis en train de croître, avec encore une fois des barils nouveaux qui rapportent plus, et bien ça fait que l'année dernière, on a en gros absorbé 5 $ du baril. Le prix a baissé de 80, 70. Il a baissé de 10, mais nous, notre cash a baissé que de la moitié. Donc les 15% de baisse en gros du pétrole, on les voit dans nos résultats, ça c'est mécanique. Par contre, dans le cash, on ne les voit pas, on n'en voit que 7%. Et ça c'est bien parce que ça va continuer en 2026, puisque l'année 2026, on va continuer à croître. Et sur 2 années, on aura absorbé 10 $ du baril. Donc je pense que c'est ça aussi qui rassure et qui attire les investisseurs. Total Energy qui mise toujours plus sur le gaz. Vous êtes le premier exportateur de GNL depuis les États-Unis. 10% de part de marché mondial, vous êtes dans le top 3. Oui. Est-ce que vous visez encore plus haut sur le podium ou est-ce que... Non, ce sera difficile parce que le numéro 1, c'est le Qatar et je n'ai pas la taille du Qatar à moi tout seul, mais étant le top 3, avoir 10% du marché mondial, notre ambition, c'est un marché qui va augmenter de 50%. Hein. Il faisait 400 millions de tonnes, il va en faire 600 millions de tonnes, il y a une énorme croissance du marché du gaz naturel liquéfié. Nous, on va suivre, on est en train de construire des capacités aux États-Unis, au Qatar, au Mozambique et dans d'autres pays pour suivre la croissance du marché. Donc on va garder cette position. Et ça représentera de plus en plus dans vos revenus, le gaz sera de plus en plus... Bien sûr, oui, le gaz, aujourd'hui, l'idée c'est qu'on est 50% pétrolier, 40% gazier et 10% électricien. Dans 5 ans, on sera 40% pétrolier, 40% gazier, donc pétrole et gaz équivalent, et 20% électricien, ce qui est l'autre caractéristique de notre croissance. Ouais. Après, Patrick Pouyanné, le GNL, son prix, ce que disent beaucoup d'experts, pourrait baisser en 2027 et en 2028.
Alors, ok, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, les industriels, mais comment ça va impacter vos résultats? Ça fait partie des... Tu sais, nous sommes dans une industrie cyclique, hein, on le sait, d'ailleurs, c'est moi-même qui l'ai dit le premier que ça allait baisser. Donc après, Parce que tout le monde investit. Mais parce que malheureusement, c'est dans les industries de matières premières, les industriels sont à peu près stupides. C'est-à-dire qu'en fait, quand le prix est élevé, tout le monde investit en même temps, puis quand le prix est bas, tout le monde arrête, et donc on crée des cycles, on les crée nous-mêmes. Donc dans le gaz naturel liquéfié, ça va être la réalité. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est qu'entre 2022 et aujourd'hui, et demain 2027, il y a un nouveau marché du gaz naturel liquéfié qui s'est créé, qui s'appelle l'Europe. C'est un fait majeur, parce qu'en fait, une grande partie de ces capacités supplémentaires vont être absorbées par le marché européen, puisqu'on a décidé, et l'Union européenne vient de le confirmer, le Parlement européen a voté l'interdiction, le bannissement du gaz russe, que ce soit par tuyau ou par GNL, à horizon 2027. Ouais. Et ça représente une croissance à lui tout seul. L'Europe consommait à peu près 60 millions de tonnes de GNL, elle va en consommer 150 millions de tonnes. Donc dans la croissance de 400 à 600, il y a quasiment la moitié de la capacité supplémentaire qui va être absorbée par l'Europe. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on a pris une position majeure aux États-Unis. Effectivement, en 2025, nous aurons exporté 18% du gaz naturel liquéfié. C'est Total Energy qui l'aura exporté. Donc on est un très gros acteur de ce marché aux États-Unis. Et d'ailleurs, on est aussi un très gros importateur en Europe, puisqu'on représente 16%, donc à peu près l'équivalent du côté européen. Donc il y a un marché là qui s'est développé, qui est en croissance. Alors oui, pendant un certain temps, c'est vrai, le prix va baisser parce qu'il va falloir absorber ses capacités. Enfin, pour l'instant, il est encore bon. Hein. L'année dernière, il était quand même à $70 du baril. Cette année, on parie sur $60-65 du baril équivalent. On pense qu'il va tomber à l'équivalent de $50 du baril. Horizon 27-28, en fonction de l'accroissement de capacité, de sa vitesse. Et encore une fois, le marché européen, en 2027, à cause de la fin définitive du gaz russe, va absorber à lui-même près de 30 ou 35 millions de tonnes, donc je ne suis pas inquiet sur ce point de vue-là. Alors c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Pour nous, on le savait, alors on a pris des mesures, il y a deux mesures en fait face à cela. L'un, c'est qu'on a signé en fait depuis 2 ans, parce qu'en prévision de ce marché baissier, mais ce qui va baisser c'est le prix spot, on s'est positionné sur des contrats moyen et long terme avec des acheteurs asiatiques. On en a signé pour... Ils vous garantissent... Et en fait, me garantissent un prix qui est plutôt lié au pétrole. Parce qu'en fait, dans le gaz naturel liquéfié, il y a 2 façons de mettre le prix. Soit vous l'achetez sur du gaz, et il va baisser. Soit les ensembles d'acheteurs préfèrent garantir un prix lié au pétrole. Comme le pétrole, on parie qu'il ne va pas baisser autant que ça, on est protégé. La deuxième protection qu'on a, c'est quand même ce qu'on est en train de faire dans transformer du gaz en électricité sur le marché européen. C'est-à-dire que j'amène du GNL, peut-être le prix du gaz sera plus bas, mais l'électricité ne va pas nécessairement suivre exactement le prix du gaz. Donc cette intégration de la chaîne de valeur gaz-électricité est une deuxième forme de protection de nos futurs revenus. Voilà un peu pourquoi, dans cette affaire, encore une fois, quand les cycles sont bas, les vainqueurs sont les boîtes qui ont les meilleurs bilans, les plus fortes et les mieux positionnées, ce qui est une force de notre portefeuille. Et donc on va bien sûr, nos résultats baisseront à ce moment-là, mais on en profitera sans doute pour mieux rebondir. On l'a dit, l'électricité, c'est 10% des ventes du groupe, 20% horizon 5 ans, c'est ça? Oui, 2030. Vous avez signé récemment un contrat avec Google, 1 gigawatt pour approvisionner Google en électricité sur le marché américain. En quoi c'est un business qui est rémunérateur et quel potentiel sur le marché des data centers pour vous? Ça, c'était la bonne nouvelle de l'année 2025 pour nous. C'est que, et d'ailleurs, qui explique sans doute, à mon avis, l'appétit d'investisseurs vers notre action, c'est qu'en fait, c'est l'explosion du marché des data centers, de l'intelligence artificielle. Vous avez vu les annonces des Google, Microsoft, les gigantesques... 650 milliards de dollars, enfin c'est incroyable. Et ça, pour nous, c'est du pain béni, puisqu'en fait, aujourd'hui, il se trouve qu'on construit aux États-Unis on investit dans les renouvelables, des fermes solaires, on a aussi des centrales à gaz, donc il y a un marché qui s'est ouvert, et il se trouve qu'il y a une telle avidité, parce qu'en fait, finalement, les industriels comme nous qui disposons de capacités électriques disponibles, avec des connexions sur des réseaux, avec des terrains prêts à être construits immédiatement, eh bien, c'est devenu rare. Et donc, avec Google, un des intérêts qu'on a eu dans ce fameux contrat qu'on vient de signer pour 1 gigawatt, c'est qu'il y a une prime. Un contrat à combien? Un contrat. Sur quel montant, le contrat? Je ne sais pas, moi je ne fais pas les chiffres d'affaires, je ne les connais pas, je veux dire de bêtises. Ça fait 15 TWh, non, c'est un très gros contrat 15 TWh, mais ce que je sais, c'est que la prime de l'électricité, il y a à peu près 10% de prime par rapport à un contrat normal. Donc c'est pas mal. Donc c'est un en croissance.
Et donc, par exemple, la bonne nouvelle pour nous, encore une fois, c'est qu'au Texas, c'est un marché qui croît de 5% par an en électricité. Donc, on y est, donc on profite de cette croissance, et en plus, c'est plus rémunérateur pour nos projets. Google peut ouvrir d'autres contrats derrière avec oui, bien sûr. Avec Google, il se trouve qu'on a un vrai partenariat stratégique. On a d'ailleurs construit également, pas que aux États-Unis, on est en train de construire également, ils comptent des data centers en Malaisie, et puis on regarde en Europe des projets. Moitié gaz, derrière, je vais vous le dire. Moitié gaz. Cet après-midi, il se trouve que j'ai un call avec le patron de Google Cloud pour parler des futurs développements qu'on va faire ensemble. Alimenter à la fois en énergie renouvelable et en gaz. C'est ça le truc. C'est ça l'idée, renouvelable et gaz, et de façon à leur donner quelque part une électricité fiable, parce que ce qu'il faut pour les data centers, c'est le taux de disponibilité doit être 99%. Autrement, même quand il fait nuit, même quand il n'y a pas de vent. Il faut toujours que ça fonctionne. On est un petit peu en dessous, Patrick Pouyanné, $70 le baril de Brent. Est-ce que vous signez tout de suite pour avoir ce cours-là sur l'année 2026 ? Ça, je signe pour tout. Moi, vous savez, j'adapte l'entreprise. C'est pas notre entreprise. Elle, bien sûr que 70 c'est mieux que 60 ou que 50. Je ne vais pas dire le contraire. C'est moins bien que 80 qu'on a. Oui, merci. Donc voilà. Donc je veux dire, non, mais je pense que je suis plutôt surpris, pour être honnête. Nous, on a prévu. D'ailleurs, on a présenté aux investisseurs nos perspectives, les perspectives qu'on a données. On a mis $60 du baril parce que quelque part, les fondamentaux, tout ce que les gens qui y vraient, oui, il y a une croissance de la demande de pétrole au niveau mondial, mais elle est relative, elle est en gros 1 million de barils par jour par an, ça fait 1%. Il y a aussi une offre abondante. Oui. On le sait, parce qu'en 2025, l'OPEP a relâché des quotas. En 2025, je dirais, le shale oil américain a atteint son pic. Bon, mais on voit aussi qu'à $60, quand ça vient près de 60, et c'est venu à 60 au début du mois de janvier, on voit à ce moment-là un ralentissement du forage aux États-Unis. On a vu que l'OPEP s'est mis à arrêter de relâcher ses quotas, 2 décisions. Bon, plus un peu de... Il y a aussi quand même un phénomène qui me paraît important dans le marché du pétrole. C'est pas tant la géopolitique iranienne ou vénézuélienne. Ah bon que, la tension entre États-Unis et Iran. Non, parce que tout ça, c'est plutôt conjoncturel. Par contre, je pense que ce qui est plus structurel, c'est les décisions qui sont prises à la fois par les États-Unis et par l'Europe d'être beaucoup plus dures dans l'application des sanctions vis-à-vis de la Russie. Et aujourd'hui, il y a une chasse aux bateaux russes, entre guillemets. Et ce qu'on observe sur le marché, c'est qu'il y a de plus en plus de pétrole russe qui est, comme on dit, sur l'eau, c'est-à-dire qu'il est dans des pétroliers, mais il ne trouve pas d'acheteur. Et il a du mal à trouver un acheteur, et ça va... Par peur des sanctions. Oui, mais aussi par peur des sanctions, parce qu'en fait, les sanctions sont maintenant... il y a visiblement, côté américain et européen, la décision de mettre plus de pression sur la Russie. Et il est clair que le pétrole, c'est le nerf de la guerre, parce que 85% des revenus d'exportation, c'est le pétrole. Donc voilà. Je pense que ça, le marché l'observe. Encore une fois, ces bateaux sur l'eau, on peut les compter maintenant avec tous nos satellites, etc. On le voit. Un pays comme l'Inde vient de signer un accord avec les États-Unis, un accord commercial en contrepartie du fait qu'ils arrêtent d'acheter du pétrole russe. Oui. L'Inde achetait quand même 2 millions de barils par jour de pétrole russe sur une exportation russe de 3 à 4, donc c'était un acheteur majeur. Si eux arrêtent, eh bien il va falloir que ce pétrole trouve de la place. Donc je pense que ça, c'est ce qui explique aussi la tension sur le prix. Et si un possible retour un jour sur le marché du pétrole vénézuélien qui au plus haut était à 3-4 millions de barils jour, aujourd'hui c'est... à moins de 1. Ouais. Écoutez, nous en sommes partis pour des raisons que nous avons expliquées. D'abord parce que, en fait, c'est du pétrole qui coûte cher à produire, parce que c'est pas du pétrole liquide, enfin c'est du pétrole lourd, et qu'il faut raffiner avec des investissements lourds. Nous, on en est partis pour cette raison. On est aussi partis parce que c'est un pétrole qui émet beaucoup de CO2, et on en est partis parce que, en fait, on a d'autres terrains de jeu possibles. Moi, je préfère aujourd'hui continuer à investir en Irak, où on fait un très beau projet qui sera profitable, avec du pétrole où on maîtrise les émissions. En Venezuela, je vais dire, pour l'instant, on va voir, il faut attendre un peu pour voir comment tout ça se stabilise avant de considérer. Parce que nous, pétroliers et énergéticiens, on investit dans du temps long. Il se trouve qu'il y a un seul pays au monde en 25 ans où nous avons été nationalisés, c'est le Venezuela. Donc ça marque un peu les esprits. Parce que ça traumatise. Ça traumatise. Moi, j'ai appris quelque chose en étant en PDG que m'avait légué Thierry Desmarais, m'avait dit, bon, vous ferez des erreurs, mais vous avez une chose qui est claire, vous n'avez pas le droit de la faire 2 fois. Donc quand vous êtes dans un pays où vous avez vécu cela, eh bien, vous en tirez des leçons et ça marque des générations de management. Je me demandais, Patrick Pouyanné, le bénéfice record, c'était en 2023, c'était 21,4 milliards de dollars. Le pétrole était à $80 en moyenne. Demain, après-demain, je ne sais pas quand, pour retrouver 20 milliards de dollars de résultats, il faut de nouveau que le pétrole soit à 80 ou pas nécessairement ? D'abord, il faut qu'on croisse, on va croître, donc notre croissance organique devrait nous ramener pas loin des 20 milliards, ce n'est pas un objectif en soi. Après, nos résultats dépendent bien évidemment aussi du prix du pétrole. Je veux dire, faut pas... En l'occurrence, nous sommes une entreprise un peu étrange,
Il se trouve que c'est une entreprise qui investit énormément, on parle en milliards, mais je ne maîtrise pas le prix de mes produits. C'est le marché mondial qui le fait. Donc cette partie-là, je ne maîtrise pas. Maintenant, la croissance que l'on a en nous, et le plus important pour nous d'ailleurs, ce n'est pas tant le résultat, qu'encore une fois pour nos investisseurs, pour nos actionnaires, que ce que j'appelle le cash flow libre. Combien j'ai de disponible pour servir mes investisseurs. Et là-dessus, il y a une bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'on leur a dit, on est en train de le faire, c'est que ce cash flow disponible, il va augmenter, si le prix reste stable, de près de 10 milliards sur les 5 prochaines années. Donc on va absorber pas mal de baisse de prix du pétrole. Et alors si le prix remonte, alors pour le coup, on va retrouver des temps effectivement très élevés. Un petit mot, Patrick Pouyanné, de vos investissements en 2026. Vous allez investir 15 milliards de dollars, dont 3 milliards de dollars pour les énergies à bas carbone. En septembre dernier, vous étiez plutôt sur 16 milliards d'investissements et 4 pour les énergies à bas carbone. Pourquoi vous avez uniquement réduit la poche dédiée? On n'a rien réduit, en fait, c'est pas vrai. C'est en fait ce qui s'est passé, simplement que dans l'intervalle, on a annoncé la transaction avec EPH, qui est une action payée en actions. On va quand même émettre pour près de 6 milliards, 5 milliards d'actions. Donc ce qu'on a dit ce jour-là, c'est que c'est normal vis-à-vis de nos actionnaires, c'est qu'en fait, puisqu'en fait, c'est quelque part, en faisant cette opération, on avait prévu de croître sur des centrales à gaz, mais dans nos plans, c'était sur 5 ans. Il se trouve qu'on a quelque part fait immédiatement la croissance qu'on voulait, et donc on s'est engagé également à baisser d'1 milliard de dollars nos investissements, puisque sur 5 ans, quelquefois 5 milliards sur 5 ans, et notamment sur l'électricité. En fait, l'effort réel qu'on fait en 2020, qu'on va faire en 2026, c'est les 3 milliards de cash qu'on va investir, plus les émissions d'actions qui représentent 5 milliards. Donc en fait, ça sera même une année record en termes d'investissement dans l'électricité en 2026. Voilà, donc c'est juste, quelque part quand même, quand vous émettez des actions, vous cherchez, vous diluez aux actionnaires, vous cherchez à leur rendre. La façon dont on leur rend, c'est que globalement, on baisse cet investissement. Mais en fait, encore une fois, c'est parce qu'en anglais, je ne sais plus parler en français, on a quelque part, comme on dit, front-loaded, on a immédiatement réalisé la croissance qu'on avait prévue sur les 5 ans. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent que vous n'investissez que ou seulement 20% de vos investissements dans les énergies renouvelables? Est-ce que vous leur répondez quoi? Non, d'abord, je leur réponds que c'est un effort important, que ça nous permet de faire notre croissance. Parce qu'en fait, le vrai sujet pour nous, c'est pas d'investir. Il faut qu'on fasse une croissance qui soit rentable. Parce que moi, je veux aussi convaincre mes actionnaires que cette diversification dans l'électricité, elle fonctionne. On est en train de le faire, encore une fois, et on le fait, mais il se trouve qu'on apprend de plus en plus et qu'on a atteint nos objectifs en matière d'énergie renouvelable à horizon 25. On avait dit 35 gigawatts, on est à 34, on y est. On avait dit que ça ferait 10% de notre portefeuille, ça fait 10% du portefeuille. On va atteindre les 20%. Et pour faire cela, en apprenant, on est de plus en plus efficace. On se rend compte qu'avec, en gros, 3 milliards, on y arrive. Il est aussi vrai que dans les énergies bas carbone, ce qui a baissé, ce n'est pas la partie électricité renouvelable, c'est plutôt l'autre poche, où on avait ce qu'on appelle les molécules bas carbone, les carburants aériens durables, les biocarburants, je dirais la capture de CO2. Cette partie-là du business, objectivement, le biogaz, on avait sans doute des ambitions plus fortes et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de faire croître ces business-là. Donc ce qui a plutôt baissé, c'est plutôt ce qu'on appelle les molécules bas carbone, mais pas l'électricité et les renouvelables. Là, l'ambition reste constante. On va atteindre l'objectif de plus de 100 TWh. Et avec 100 TWh, on sera un des 10 plus gros électriciens au monde hors la Chine. Avec une rentabilité de 10%, sur les ENR qui est proche. L'électricité fait 10% et est au niveau, notre rentabilité à nous, globalement, aujourd'hui, elle est de 13%, 12,8%. On est à 10%. Je signale que c'est la rentabilité de mes grands concurrents américains. Exxon est à 10,5, Chevron est en dessous de 10. Donc finalement, ce business dont tout le monde me dit qu'il n'est pas rentable, il est presque aussi rentable. Il est aussi rentable. Alors il est un peu moins rentable chez moi que le pétrole, parce que j'ai tout autant que pétrole, et autant que les autres. Et donc on est en train, et c'est aussi pour ça qu'il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement une course au volume, c'est une course à la croissance, mais qui doit être rentable. Ouais. Sinon, les actionnaires vont nous dire pourquoi vous faites cela. Et donc, mais ce que j'observe, et encore une fois, c'est très satisfaisant pour nous, pour le management, pour le conseil d'administration, c'est que de plus en plus, ces questions ne sont pas là. Maintenant, c'est plutôt quelle est la valeur de tout ce business et comment, et il contribue, j'en suis convaincu, à accroître la valeur de l'entreprise. Et la bonne nouvelle, et je l'ai bien vu dans la présentation de nos perspectives 2026, plusieurs des analystes présents ont dit, vous êtes à le turning point, le point, on est en train d'atteindre le moment où on va générer plus de cash avec l'électricité et les renouvelables que ce qu'on dépense.
À ce moment-là, ça veut dire que ce business devient contributeur aux dividendes. Et là, on est dans le cercle vertueux parce que du coup, ça va contribuer à la valeur de l'entreprise. C'est pas vu comme un puits de cash. Ils font ça parce que c'est vert, donc ils sont en train de se dire ils font ça parce que c'est rentable. Et là, le cercle vertueux va s'enclencher. Donc ça veut dire que les majeures pétrolières américaines ont tort de se détourner des énergies renouvelables et de passer à côté. Personne n'a tort, a raison. Non, mais de passer à côté, en tout cas de passer à côté. C'est pas une question de bien ou pas bien. Ils ont décidé, encore une fois d'ailleurs au passage, les renouvelables, ils n'aiment pas, il se trouve que l'électricité commence à aimer. Dans l'année 25, une boîte comme Chevron a annoncé qu'ils investissaient dans les centrales à gaz. Donc ils commencent à regarder le marché de l'électricité. Ils vont se rendre compte, à mon avis, assez rapidement que la bonne façon de convaincre un Google, un data center, parce que ces entreprises-là, les entreprises de la tech, elles n'ont pas abdiqué sur l'ambition bas carbone. Elles n'ont pas. Elles en parlent peut-être moins parce qu'en ce moment, ce n'est pas en cours, mais elles n'ont pas abdiqué. Elles veulent atteindre en 2030 une forme de neutralité carbone, comme elles l'avaient promise. Donc, ils vont se rendre compte que pour gagner ces marchés, et en fait, je veux dire, même dans mon dialogue avec l'administration américaine, avec le secrétaire à l'énergie, ils ont bien compris, ils n'aiment pas les machines à vent. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis que les machines à vent, on ne les aime pas. En France aussi, on a un peu de mal avec les éoliennes. C'est pour ça que je disais récemment qu'il vaudrait mieux faire ce qu'on appelle du repowering, de la réélectrification des éoliennes existantes, parce qu'au moins on n'en rajoute pas. On peut mettre des turbines plus puissantes pour augmenter la production. Mais là-bas, par contre, le solaire, ils aiment de plus en plus, parce qu'ils se rendent compte que c'est plus facile de déployer et rapide de déployer du solaire pour répondre à cette demande de data center et d'IA. Patrick Pouyanné, autre sujet, ça fait maintenant quasiment 2 mois que vous êtes coté en action ordinaire à New York, en plus de la Bourse de Paris. C'est trop tôt pour faire un bilan ou est-ce que... Oui, bien sûr que c'est tôt, on n'a pas encore... il faut nous laisser l'installer. Bon, d'abord, c'est fait, donc sans drame, rien n'a changé. Rien n'a changé, en fait, la vérité. Tous nos détenteurs d'ADR, de fameux certificats de dépôt aux États-Unis, sont devenus des détenteurs d'actions ordinaires. L'action, maintenant, en fait, c'est la même action. Elle est cotée simplement de 9h30 à Paris jusqu'à 22h à New York. On continue les actions. Pour l'instant, alors... Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'aborder de nouveaux investisseurs aux États-Unis, notamment ce qu'on appelle le wealth management, des gens qui ont des portefeuilles d'investisseurs particuliers ou des family office qui n'aiment pas du tout les ADR, qui ne voulaient pas en acheter, qui regarderont l'action. Donc on est en train de faire des démarches pour les attirer. L'objectif, c'est de réduire la décote avec vos pairs et vos concurrents américains. Il y a une décote, mais la décote ne va pas dépendre simplement, parce qu'on est coté, elle est 30% à peu près, la décote. Elle a réduit en 2025, parce qu'une des bonnes nouvelles, c'est que l'action Total Energy, parmi les 5 grands pétroliers, c'est celle qui a gagné le plus. On a gagné près de 28% sur l'année. Nos pairs américains, un était à 10, l'autre était à 16. Donc vous voyez, on a rattrapé, on a comblé une partie du gap en 25. C'est pas la cotation qui va régler le problème. Je veux dire, c'est juste un instrument qui facilite la vie de nos investisseurs. On n'a jamais prononcé cette phrase. Ça, c'est encore une fois, c'est pas nous. Ce qui comblera le gap, c'est le fait qu'on est en train notre stratégie va porter ses effets. Qu'on va avoir, notre croissance est rentable, elle l'est, maintenant les gens l'ont compris, qu'on va être perçu, et que finalement pour un investisseur américain ou européen d'ailleurs, parce que vous savez, je préfère aussi les investisseurs européens, racheter du Total Energy aujourd'hui, grâce à cette décote, c'est pas cher. Donc si vous pariez sur le secteur de l'énergie qui revient en cours, parce que de plus en plus, grâce au président Trump quelque part, d'ailleurs tout le monde parle que d'énergie, de pétrole et d'électricité grâce au data center, à l'IA, si vous voulez acheter des valeurs dans le secteur de l'énergie, objectivement, c'est un meilleur placement moins risqué que d'acheter du Total Energy qui a cette décote que d'acheter une boîte américaine. Donc moi, je suis optimiste. Il faut juste qu'on arrive, tous Européens, à convaincre les investisseurs américains qu'acheter de l'Europe, c'est bien. À ce moment-là, Total Energy va en profiter. Ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs, objectivement, là, depuis d'ailleurs notre annonce, depuis le mois d'octobre, l'action, après, est passée de 50 € à 65. Donc on a pris plus de 30%. Donc on est en train de rattraper ce retard. Donc je suis optimiste. 80 000 actionnaires individuels de plus en France en 2025, ça en fait 730 000 au total. C'est important d'en avoir le plus possible? Ah oui, c'est très important. C'est très important parce que ce sont... Il y a autant des Français que des Américains que des Européens. Oui, mais on est d'ailleurs à 2 millions d'actionnaires individuels. C'est une des grandes forces des entreprises américaines. Une entreprise comme Exxon, qui a une capitalisation de 400 milliards, elle a 30 à 35% d'actionnaires individuels. Pourquoi c'est une force? Parce qu'un actionnaire individuel est extrêmement fidèle. Ouais. Il place chez Total Energy, il a bien raison d'ailleurs, parce que c'est un gros fonds de pension, Total Energy, pour eux. J'encourage tous les Français qui nous écoutent à acheter du Total Energy. Vous placez 100, vous avez un gain de 5,5% par an en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de placements qui font 5,5%. Une action dont le dividende n'a jamais baissé en 40 ans, donc c'est safe, je peux vous le dire. J'ai dit aux investisseurs j'ai utilisé le mot le dividende est sacro-saint, ce qui est vrai.
le conseil d'administration, et on l'a fait même croître depuis 3 ans, on l'a fait croître de 25%. Il va croître encore de 5%. Donc c'est un bon placement, et donc c'est bien qu'on attire des actionnaires individuels, ils sont fidèles, et je pense que c'est un fort soutien à notre activité. Après, il faut juste qu'ils participent aux assemblées générales, parce qu'on a besoin de leur voix et de leur soutien. En général, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, oui, bien sûr, c'est une politique tout à fait dynamique, volontaire de notre part, à la fois viser les salariés, qui sont d'autres formes d'actionnaires individuels. On a le plus gros actionnariat salarié de l'entreprise européenne, et on l'encourage chaque année. Les actionnaires salariés nous font confiance, investissent dans l'entreprise, ce qui pour nous est très important, et les actionnaires individuels. Ça fait un retour total à l'actionnaire, j'ai regardé, de 10% par an sur les 10 dernières années, en incluant le rendement et la plus-value en capital. Mais je veux qu'ils gardent leurs actions, moi, les actionnaires individuels. Là, je ne veux pas qu'ils les vendent. Non, mais est-ce que vous engagez à faire aussi bien que 10% de rendement sur les 10 prochaines années Avec ce qu'on a comme programme, oui. Je pense qu'il n'y a pas de doute. On doit faire même mieux, puisqu'encore une fois, ce gap qu'on a vis-à-vis des autres entreprises pétrolières, on n'a pas de raison de le garder. On ne l'avait pas il y a une dizaine d'années, cet écart. On l'a creusé en partie à cause d'ailleurs de tout le phénomène, je dirais, ESG en Europe, où en fait ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est que nous avons perdu les actionnaires européens, vous gagnez les actionnaires américains. J'en suis pas très satisfait. À nous de convaincre les actionnaires européens que l'énergie c'est un bon secteur. Au passage, quand je vois que... Je suis optimiste parce que vous voyez, quand je vois que la défense, qui était quasiment interdite, non grata, c'était pire que nous. Les ESG, ils n'avaient même pas le droit d'y toucher, quoi. C'était en dehors. Ouais. Tout d'un coup, à cause d'une notion de souveraineté et de souveraineté, on décide que le secteur de la défense, finalement, est éligible. Oui. Honnêtement, ces questions de souveraineté, elles se posent exactement de la même façon sur la partie énergétique. Donc, c'est bien d'avoir des règles d'exclusion. Et j'ai bien aimé ce qu'a fait récemment un fonds de pension des fonctionnaires en France, qui a annoncé une politique plus stricte en matière d'énergie. Il a simplement dit aussi qu'il y a des politiques d'exclusion, sauf qu'il peut y avoir des exceptions au nom de la souveraineté. Il y a 2 entreprises qui, a priori, vont en profiter, c'est Repsol et Total Energy, parce qu'en plus, il a dit qu'il faut que l'entreprise soit en transition. Donc même si 20%, c'est pas tant que ça, c'est plutôt d'ailleurs, si je compte mes actions à EPH, c'est plutôt 30%, eh bien, quelque part, vous avez une entreprise en transition qui contribue à la sécurité énergétique du pays. Je pense que ça vaut la peine que tous les fonds qui investissent dans la défense regardent aussi Total Energy. Il faut, Patrick Pouyanné, qu'on parle aussi de ce budget 2026, avec cette surtaxe sur les impôts sur les bénéfices. Total Energy va y échapper, tout simplement parce que vous perdez de l'argent en France. Comment on explique à quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'est pas mal intentionné, que vous réalisez 15 milliards de profits, mais que vous ne gagnez rien en France? Parce que les mauvaises langues diront que c'est suspect. Mais ce n'est pas suspect du tout, c'est assez simple. Alors, il y a un principe simple dans l'impôt, que ce soit dans le monde entier, et la France, elle est traitée avec 130 pays, c'est le principe de territorialité de l'impôt. Il se trouve que nous sommes extrêmement fiscalisés au niveau mondial, puisque notre taux de fiscalité, c'est 40%. Donc c'est bien le taux de fiscalité de Total Energy mondialement est supérieur à celui. Donc par rapport au débat taxe et surtaxe, je n'ai pas de leçon à recevoir. Il se trouve qu'en France, malheureusement, et j'en suis pas très heureux, parce que ça veut dire en France, on a des activités, et notamment une activité de raffinage qui a énormément souffert pendant les 6 premiers mois de l'année. Et je préférais clairement annoncer que je gagne de l'argent en France, soyons clairs, on a 35 000 salariés, mais il se trouve que cette activité a été déficitaire sur l'année. Donc on a un déficit fiscal d'à peu près, un déficit de 300 millions, et quand vous avez un déficit, eh bien, vous ne payez pas d'impôts. C'est le principe de base. Oui. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne paye pas des tas de charges et autres. On paye par ailleurs de la taxe sur les rachats d'actions. On a contribué à 180 millions d'euros. Je pense qu'on doit être le plus gros contributeur à cette taxe sur les rachats d'actions. Même si on n'aime pas les rachats d'actions, je pense qu'on aime nos taxes, notre argent de ce point de vue-là. Donc, moi, je dirais... après, encore une fois, par rapport à ce débat sur la surtaxe française, moi, je pense que cette affaire ne va pas du tout, quoi. C'est pas bien. C'est pas bien qu'à la fin, la variable d'ajustement du budget de la France, ça soit la taxation des grandes entreprises. Je pense que c'est une énorme erreur, ce qui est en train d'être fait. C'est peut-être facile de taper dans les poches profondes des grandes entreprises. Je ne parle pas que pour Total Energy, en l'occurrence, je parle pour tous mes collègues. Mais une des forces de la France, c'est d'avoir des grandes entreprises qui sont mobiles internationalement, qui créent de l'activité et qui tirent le système français. Croire qu'on peut simplement à la fin dire, parce qu'il y a une phrase qui a été prononcée qui m'a fait peu hurler, comme quoi le budget de 99,99% des entreprises ont été préservés. Mais les 0,01%, ce sont les 30 ou 40 entreprises les plus importantes en France, les plus importantes. Si on pense qu'on va réussir à dynamiser l'investissement dans le pays en tapant dans la poche de ceux qui, justement, sont les locomotives, c'est une vraie erreur. Donc, c'est pas parce que je suis pas touché que, quelque part, je suis pas en colère comme d'autres patrons. Et je pense qu'il faut le dire. C'est pas normal qu'à la fin, j'ai observé le débat au Parlement, il y ait finalement un accord pour dire, bon,
on ne fait pas d'économie vraiment sur le budget de l'État, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'économies, mais on va régler le problème en taxant plus les grandes entreprises. Je pense que c'est une profonde erreur qui va se payer, et il faut absolument... Qui va se payer comment et quand? Qu'elle va se payer à moyen ou long terme, parce que quelque part, ça veut dire qu'on va moins investir. Vous savez, à un moment, nous, on regarde très bêtement, il y a une compétition entre les pays. Et si on a le sentiment que dans le pays où nous sommes, et quand j'ai dit dans une interview que les patrons français protégeaient la France, qui je pense, sauf qu'à force de nous... C'est pas parce qu'on est poli et qu'on est sympathique que pour autant, on n'en pense pas moins. On doit aussi rendre des comptes et on est aussi cohérent. Donc oui, il faut comprendre que là, il y a une forme de ras-le-bol parmi les patrons des grandes entreprises françaises. Et je pense qu'on va l'exprimer. Sans doute faut-il le faire plus fortement que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ce n'est pas simplement parce qu'on nous donne satisfaction, par d'ailleurs Total Energy, sur des pactes du trade ou autres mesures, que la grande majorité des patrons des grandes entreprises ne sont pas en colère. Il faudra, pour les chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille, faire entendre leur voix à l'occasion de l'élection présidentielle de 2027. Je pense, oui. Il faut qu'on intervienne à cause de ce que je viens de dire, parce que autrement, on court le risque d'être les boucs émissaires du système, ou ceux dans les poches profondes. Il y a un papier, un bouquin de M. Poli qui dit « Le temps des prédateurs ». J'aimerais éviter qu'on ait trop de prédateurs et qu'on se serve simplement en considérant. Encore une fois, ça va se traduire comment? Ça va se traduire à un moment par le fait qu'il y aura moins d'emplois, voire même il y aura des suppressions d'emplois. Enfin, faisons attention, observons ce qui se passe en ce moment dans le pays. Un des grands succès pour moi des 10 dernières années, ça a été l'élimination du mot chômage du débat politique. Ouais, qui revient. Je commence à le revoir, ces musiques, parce que les statistiques... Et faisons attention, parce que qui, quelque part, peut avoir, malheureusement, on voit dans le secteur automobile, tout ça, ça peut entraîner des vagues importantes. Donc, encore une fois, c'est pas aux entreprises. Les entreprises doivent être considérées, et il faut qu'on en convainque, d'ailleurs, c'est pour ça que le débat politique, il faut s'y engager, quelque part. Nous sommes des créateurs de richesse. Vous le ferez ou pas? Pardon? Vous le ferez, vous? Oui, j'essaierai, bien sûr, dans mon domaine qui est le mien, celui que je connais de monde économique et l'entreprise, on doit y participer. Parce que quand je vois que le Parlement vote cette loi de finances à la quasi-unanimité, sur cette partie-là, je m'inquiète du résultat. Je dis que c'est nous qui sommes producteurs de richesse, c'est nous qui sommes créateurs. Si on veut distribuer dans ce pays, il faut comprendre qu'il faut augmenter la taille du gâteau, il faut produire plus, il faut travailler plus. Si on nous empêche de produire plus parce qu'on nous taxe plus, les taxes en plus, ça ne va pas nous inciter à investir et donc à produire plus. Donc là, on est dans un cercle vicieux. Voilà ce qui est simple. Et je pense que visiblement, cette idée simple, que je considère comme évidente, n'est pas partagée par un certain nombre de partis, de leaders. Donc il faut, voire la majorité, puisque ce qui a été voté, à nous d'aller expliquer que ce n'est pas simplement des mots, mais que c'est des faits. Et je pense que malheureusement, j'espère que ces faits ne vont pas se traduire par des disparitions d'emplois. Dans l'industrie chimique européenne, il faut avoir en tête que les chimistes disent que c'est plus possible. 60 usines en Europe ont été arrêtées cette année. 60 usines ont disparu. Tout ça, ça fait des tas de jobs. Et la chimie, c'est un vecteur qui a plein de sous-traitants. Donc il faut qu'on fasse maintenant qu'on intervienne plus dans le débat et pas simplement qu'on pense que, parce que nous sommes polis, nous ne sommes pas en colère. Bon, il y a ce sondage, on finit là-dessus, Patrick Pouyanné, Opinionway, qui montre que 6 Français sur 10 pensent qu'un patron ferait un bon président de la République. Ça, j'en suis pas convaincu. Je pense que c'est chacun a son job. Dans l'histoire, d'ailleurs, je n'ai pas eu beaucoup de patrons qui ont été des grands ministres, je pense. Je pense que c'est des métiers différents. Encore une fois, nous, on est dans un monde où on a... Vous savez, l'objectif du patron, à la fin, c'est d'arriver à développer, à croître, certes à faire des profits, à le redistribuer. La gestion d'une entreprise, c'est pas la gestion... Les critères de réussite d'un homme politique, à la fin, ça va être d'être élu, d'être réélu. C'est pas du tout le même univers économique. Donc, on peut avoir quelques idées de management. Les appliquer sur une entreprise, c'est un chouette. Le fait de les appliquer à niveau d'un pays, il y a d'autres pesanteurs. Donc, objectivement, je pense que là-dessus, moi, je n'ai pas de leçon à donner. Après, par contre, je pense que dans le domaine qui est le nôtre, il faut qu'on intervienne, parce qu'autrement, on va filer un mauvais coton. Et je souhaiterais éviter ça pour notre pays, parce qu'on est tous les patrons aussi des citoyens. Le cours du pétrole, je l'ai dit, est à $70. Le cours de l'action Total Energy en dollars est à $75. Si j'ai $70 en poche, j'achète quoi, le pétrole ou l'action Total? L'action, c'est clair. Le pétrole, il va bouger, l'action, elle va croître. Pourquoi? Parce que, heureusement d'ailleurs, parce qu'une entreprise comme la nôtre, le but, c'est pas simplement justement de gérer une molécule de pétrole, mais c'est de la transformer en produit, en matériaux. Et puis, il n'y a pas que du pétrole, il y a du gaz, il y a de l'électricité. Donc, on est une entreprise intégrée et on crée de la valeur ajoutée par rapport à simplement un baril de pétrole. Sinon, on se demanderait bien pourquoi on existe. Donc, il faut acheter clairement du Total Energy. J'ai noté 10%. Parce qu'encore une fois, le Total Energy, quand vous avez une action de Total Energy, vous êtes sûr
qu'elle va vous rendre un rendement. Le pétrole, s'il baisse, vous ne savez pas ce qu'il va vous donner. Il s'est engagé à 10% de rendement par an pour les 10 prochaines années. Hein. Pas de problème. On se reverra d'ici là. Merci donc pour cet entretien. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, merci pour cet entretien exclusif. Merci. Et Ecorama, c'est fini pour aujourd'hui. Il est 12h33. Les replays des 14h pour tout voir et tout revoir sur Boursorama, sur YouTube. Le direct revient lundi à midi. Très bonne journée, très bon week-end.